Donc, bonjour Jacques Tamin. Bonjour Vincent. Alors, tu viens de sortir un livre qui s'appelle Mes belles rencontres de Borotra à Federer. Et tout d'abord, je voudrais que tu te présentes très rapidement parce qu'il y a beaucoup à dire et que tu nous expliques le principe de ton livre. Alors ce livre, d'abord, moi, joueur de tennis depuis très jeune, j'ai été champion de France cadet, junior, Galéa, et j'ai à peu près tout fait dans le tennis sauf jouer la Coupe Davis, puisqu'après une quinzaine d'années de carrière professionnelle, je me suis lancé dans l'enseignement et l'organisation de stages, d'écoles de tennis dans plusieurs clubs. Et puis maintenant, à presque 70 ans, j'ai eu envie d'écrire mes mémoires à travers toutes ces rencontres que j'ai eu la chance de faire pendant une soixantaine d'années sur et autour des terrains de tennis. Alors, ça va être vaste puisque en fait, donc, tu as commencé ta carrière professionnelle en 1968, c'est ça? Oui, à peu près 67, j'étais champion de France cadet. 68, j'ai commencé à voyager pas mal avec les tournois, d'abord en Europe et puis après dans le monde entier. Et puis l'ATP qui s'est créé en 72-13, où j'étais, comme tout le monde, à la recherche de points pour grimper au classement. D'accord. Bon, c'était toute une autre époque. C'était le début du professionnalisme grand public pour le tennis. Mais bon, ça n'a rien à voir avec le professionnalisme actuel, hein. À l'époque, tu voyageais pas avec ton entraîneur. Tu n'avais pas d'équipe. Les prize money étaient plus petits. Oui, les prize money, n'en parlons pas, c'était peanuts. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on avait la chance, quoi, moi de mon côté, d'avoir des parents qui m'ont laissé libre et me permettre de voyager très jeune, ce qui m'a beaucoup appris. Et ensuite la fédération avec Châtrier en 68-69, qui a commencé à structurer la direction technique et mettre des entraîneurs à disposition pour ceux qui avaient la chance d'être sélectionnés. Mais c'est sûr que c'était embryonnaire par rapport à l'évolution dans les années 90-2000. Et maintenant, tennis professionnel, business 2020, ça n'a plus rien à voir. Alors, au fil de ta longue carrière, hein, professionnelle, plus enseignement, organisation de stage, tu as eu l'occasion de rencontrer vraiment du beau monde. Alors, on ne va pas pouvoir parler de tout le monde. Tu as joué avec Ken Rosewall. Alors, Ken Rosewall, on n'en parle pas beaucoup quand on évoque les plus grands joueurs de tous les temps, mais il a quand même sa place parmi les prétendants parce qu'il a quand même une carrière énorme de plusieurs dizaines d'années et tu as fait un entraînement avec lui. Oui, c'est vrai, j'ai eu la chance de jouer le circuit professionnel, comme je le disais, dans les années 70. Et Rosewall, à cette époque-là, c'était encore le numéro un ou deux mondial avec les Australiens, avec quelques étrangers qui lui tenaient tête. Mais on peut dire que Rosewall, c'est sans doute un des plus grands palmarès si on tient compte de sa carrière professionnelle qui a été très longue avant l'ATP, qui n'était donc pas enregistré pour un classement mondial. Et avec tous les titres qu'il a remportés, le nombre de Coupes Davis, c'est vraiment un des plus grands du XXe siècle. Moi, j'ai eu la chance de le croiser à Hong Kong. On jouait le tournoi ensemble. Et petit Français qui cherchait un entraîneur, un partenaire, disons, du lundi matin avant que le tournoi ne commence. J'ai eu la chance de faire 1 heure et demie d'entraînement avec lui. Et ce qui m'a beaucoup marqué, parce que je lui ai ramassé les balles une dizaine d'années plus tôt à Coubertin, pendant les championnats professionnels qui se jouaient à Paris, ce qui était extraordinaire chez Monsieur Rosewall, c'est son humilité, sa simplicité, avec toute sa classe du haut de ses 1,70 m. C'était pas un géant, mais c'était un très 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 grand monsieur du tennis. Voilà, et on parle beaucoup de son revers et toi tu dis son coup droit est vraiment très très mésestimé et c'est vraiment très très bon. Bah, c'est ce qu'il m'a dit, parce que je me suis permis de lui demander après 1 heure et demie d'entraînement. Je lui dis comment, c'est ce qui est écrit dans mon livre, comment les gens peuvent dire que vous avez un mauvais coup droit. Il m'a répondu très simplement, il m'a dit j'ai un tellement bon revers qu'il pense que j'ai un mauvais coup droit. Mais pour lui, le coup droit, c'était un coup comme un autre. Il mettait la balle dans un mouchoir, et je pense pas que quelqu'un puisse dire quand il était en face qu'il avait un mauvais coup droit, parce qu'il avait aucun point faible, évidemment. Alors on va continuer avec les grands Australiens. Tu as joué une rencontre contre Rod Laver à Téhéran. C'est vrai.
encore un à qui j'avais ramassé les balles à Roland-Garros 10 ans plus tôt. Je me suis retrouvé dans les internationaux de Téhéran. J'ai battu un Iranien à ma portée, on va dire, au premier tour. C'était un des premiers tournois ATP en 73. Et au deuxième tour, j'ai joué Monsieur Lever. Bon, c'était un honneur pour moi de me retrouver face à face avec ce géant du tennis. Après, sur le match, il n'y a pas grand-chose à dire. Il m'a battu en 2-7 assez facile. C'était sur terre, avec une leçon de tennis de la part de ce grand joueur il avait une particularité, Rod Laver, on disait tous qu'il pouvait faire n'importe quel coup dans n'importe quel coin du terrain, parce qu'avec un bras, une indépendance, une souplesse, un relâchement, il mettait son coup droit et son revers si bien en bout de course que sur une course vers l'avant. Il mettait la balle à peu près où il voulait, avec toujours une vitesse, un relâchement des grands champions, ce qui fait qu'il était injouable. D'accord, et c'est pas trop difficile. C'est pas trop difficile de jouer contre un joueur comme ça? Est-ce qu'on n'a pas tendance à le regarder jouer plutôt que de jouer contre lui, ou tu arrives à faire abstraction, Mais disons, mon niveau, à cette époque-là, je devais être 150e ATP et 15e français. Mon niveau ne me permettait pas de rentrer sur le court en disant je vais gagner. C'était peut-être une erreur de ma part. J'aurais pu peut-être faire un jeu de plus si j'avais été plus combatif. Mais disons que je me souviens de l'anecdote quand je lui ai rendu un point, une balle, un passing qui est tombé sur la ligne dans mes pieds. En bout de cours, j'ai pas touché la balle. L'arbitre a dit faute. J'ai voulu lui rendre le point, il a refusé. Donc pour lui, c'était le respect de l'adversaire, de l'arbitrage, du règlement. Il a refusé de prendre le point que j'étais prêt à lui offrir. L'arbitre, c'était un amateur iranien sur la chaise qui était bien gentil, mais qui était un peu léger pour un joueur de ce niveau-là. Mais il n'a absolument pas bronché, et ça prouve toute son honnêteté, sa rigueur, sa discipline dans le sport qu'il a pratiqué si longtemps. D'accord. Alors dans ton livre, donc bon, parce que c'est illustré de pas mal de petites choses. On voit un bronze de Turner, donc, qui représente Rod Laver. Alors je crois que tu lui as demandé, est-ce que tu penses que c'est toi qui est représenté? Oui, Et puis ouais, allez-y. Et disons que quand j'ai pris ma retraite de joueur, je suis parti travailler dans l'enseignement, dans les stages et les clubs, etc. Et puis il y a une quinzaine d'années environ, dans les années début 2005, par là 2000-2005, j'ai commencé à m'intéresser aux objets anciens et j'ai acheté une collection de médailles assez importante et quelques bronzes. Et ce bronze, je l'ai trouvé sur eBay, il me semble bien, aux enchères comme beaucoup d'objets. Et puis quand je l'ai eu entre les mains, j'ai été épaté par la qualité de ce bronze. Moi, sur la photo, j'avais tout de suite reconnu le service de Rod Laver, évidemment, mais il n'était pas vendu comme un objet de Rod Laver, il était vendu comme un simple bronze aux États-Unis par un particulier. Donc j'ai eu la chance d'emporter l'enchère, et quand j'ai reçu, j'ai fait la photo et je l'ai envoyée à Rod Laver pour lui demander qui était l'artiste, comment ça s'était fait, pourquoi, comment, etc. Et Rod Laver m'a gentiment renvoyé la photo en me disant je n'ai jamais vu ce bronze. Je regrette de ne pas pouvoir vous aider dans votre recherche et bon courage, bonne chance, etc. Donc j'ai à la fois le bronze, la photo, la signature de Rod Laver et 15 jours après la réponse, que j'ai mis longtemps à trouver l'adresse, à écrire à Rod Laver, j'avais envoyé un mail à tous les Ken Turner que j'ai trouvés sur l'annuaire aux États-Unis ou même ailleurs, qui étaient plus ou moins artistes. Et quelques semaines après, j'ai reçu un mail de Ken Turner qui m'a dit « Je suis un modeste joueur, grand amateur de Rod Laver dans les années 70 et j'ai fait 7 bronzes de ce champion à titre personnel qui sont partis auprès d'acheteurs et je suis très content que vous en ayez récupéré un de ma production. » Donc j'ai toute l'histoire et la boucle était bouclée parce que j'ai la signature, j'ai la photo, j'ai le retour de Ken Turner, donc c'est une belle histoire. Voilà, donc le livre est un petit peu émaillé de petites photos de tes objets de ta collection personnelle, et puis tous ont une histoire. Donc moi j'ai trouvé ça très intéressant. On va terminer la trilogie des grands Australiens avec John Newcombe. Alors j'ignorais que John Newcombe avait entraîné en France, qu'il avait été embauché par la Fédération française de tennis. Est-ce que tu as eu l'occasion de te Oui, faire entraîner par John?
C'est des histoires des années 60. Quand Châtrier est arrivé en 68-69, il a voulu, pour tirer les joueurs français vers le très haut niveau, il a recherché un champion en activité pour entraîner l'équipe de France. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé avec John, souvent au TCP, parce qu'il nous entraînait sur bois au TCP pendant l'hiver, pendant quelques passages quand il était entre deux tournois. Et puis, je me suis retrouvé à Wimbledon avec lui sur la semaine où je jouais les juniors, quand lui est arrivé en finale contre Lever en 69. Donc, tout ça, c'est évidemment des très grands moments pour moi, parce que, en plus, John, je le connaissais, j'avais vu à Deauville très longtemps avant. Il est né le 23 mai comme moi, 23 mai 44. Moi, je suis du 23 mai 52, donc j'ai exactement 8 ans de moins que lui, mais on est du 23 mai. Donc, j'avais pas mal de points communs. Et comme c'était un grand seigneur du tennis, c'était un de mes idoles. J'ai eu la chance de le croiser pendant quelques années sur les terrains et un peu en dehors. Grande chance pour moi. Ok. Alors, tu lui as posé la question d'après lui, quel était le meilleur serveur? Et, enfin, j'ai trouvé la réponse assez amusante. Amusante et sans doute très réelle, parce que quand on jouait sur bois au TCP, moi je devais être à -15, je pense en junior à cette époque-là. Je jouais pas trop mal, à -15, je savais servir et je savais faire une volée, mais il aimait bien faire des sets en fin d'entraînement, et moi il me donnait 10 points d'avance sur 15 et je gagnais jamais. Parce que quand je servais sur bois, long sur le revers, il ratait pas un retour et la volée était dure pour moi. Et quand il servait, il était injouable sur un ace ou sur une première volée qu'il plaçait dans un mouchoir. Donc avec 10 points à -15, je gagnais jamais un set en 15. Alors, à la sortie un jour en allant boire un verre, je lui ai demandé, je lui ai dit, à part toi, quels sont les grands serveurs du circuit, puisque moi, il trouvait que j'étais un peu léger au service. Et il m'a dit, Lever et moi. Et c'est drôle parce qu'à l'époque, il y avait quand même des grands serveurs, Arthur Ashe, je sais pas qui, Roscoe Tanner et tout ça. Et il disait, tous ces joueurs, ils servent bien, ils vont faire des aces, mais en seconde balle, c'est un peu léger, ils servent un peu court. Lever et moi, on sert toujours dans un mouchoir. Et il disait, il n'y a que Lever et moi qui arrivons à servir dans un mouchoir et le retourneur ne peut pas avancer. Donc ça m'a appris à améliorer mon service en servant un peu plus long. Surtout les secondes balles, pas trop molles au milieu du carré, ça gênait pas grand monde. Ok. Voilà l'histoire de John, et c'était la sagesse et la science du jeu d'attaque. Service volé, grand monsieur. Voilà, moi je suis passionné un petit peu par les grands entraîneurs, et notamment les grands entraîneurs français. Donc on va pas tous. Donc tu en cites un certain nombre dans ton livre, et tu parles notamment de Georges Deniau. Alors Georges Deniau, moi, dont je me rappelle, bon, comme j'ai commencé le tennis dans les années 80, il écrivait dans Tennis Magazine des articles techniques qui étaient passionnants. Et tu racontes tout un tas d'anecdotes sur lui. Donc, il a été entraîneur de l'équipe de Galéa. Il t'a entraîné en équipe de Galéa? Oui, tout à fait. C'est un peu là que je l'ai connu quand on était sélectionnés pour l'équipe de Galéa. Il nous a emmenés à droite à gauche faire des tournois. Et puis notamment, je me souviens d'une rencontre en Italie. On a perdu contre Barazzuti à Palerme. Donc là, il était notre entraîneur et c'est, comme tu l'as dit, un des deux grands entraîneurs que j'ai eu la chance de côtoyer avec Stolpa, qui m'avait pris un peu avant. Et Georges a fait un long bout de chemin en tant qu'entraîneur de la Fédé. Et moi, j'ai eu l'occasion après de le retrouver dans des occasions ponctuelles. Mais c'est devenu un ami sur le tard et c'est ce que je raconte dans mon livre parce que c'est sûrement un des plus grands entraîneurs du XXe siècle, mondiaux. Voilà. D'ailleurs, McEnroe l'avait qualifié de meilleur entraîneur du monde. Oui, c'est amusant. Il lui avait dit ça. Très amusant de voir que Georges a entraîné l'équipe de France, mais après l'équipe de Suisse. Ils ont été en finale de la Coupe Davis avec Rosset et Lasek. Federer était jeune à l'époque. Il a entraîné après Federer aussi dans l'équipe suisse. Mais un jour, McEnroe le croise et lui dit, parce que McEnroe avait été blessé, avait arrêté le circuit pendant quelques mois, était pas tout à fait le numéro 1 mondial qu'il était avant. Et McEnroe lui dit, si tu étais sélectionneur, est-ce que tu me sélectionnerais? Et Georges lui dit oui, bien sûr. Et il lui dit, mais si tu étais sélectionneur, avec qui tu me sélectionnerais si je devais jouer le double? Parce qu'à l'époque, il avait gagné tous les grands tournois avec Peter Fleming, mais Fleming s'était retiré du circuit. Donc McEnroe était toujours sélectionnable, mais c'était les joueurs de la génération d'après. Et Georges lui a dit, je te sélectionnais, je te laisserai choisir ton partenaire de double.
Et c'est là où John lui a répondu You are the best coach of the world, parce qu'il lui faisait confiance. Et il a répondu cette phrase assez sympathique, comme quoi il était le meilleur coach du monde parce qu'il lui laissait choisir son partenaire de double. Ce qui est la force des grands joueurs de double, hein, c'est de bien choisir leur partenaire. J'ai D'accord. eu cette chance en jouant très longtemps avec Patrice Beust, avec quelques bons partenaires qui m'ont choisi, avec qui j'ai gagné quelques matchs de double. Voilà pour l'histoire de Georges. Pour finir mon chapitre sur Georges, c'était une belle phrase de Monsieur McEnroe. On va passer maintenant à un Allemand que peut-être le nom va dire pas dire grand-chose à la plupart des joueurs, et pourtant il a eu une grosse importance. C'est Werner Fischer qui a inventé un ustensile pour jouer au tennis. Il y a toute une histoire derrière. Et voilà, est-ce que tu peux nous parler de l'invention de Werner Fischer? Oui, Werner Fischer, c'est un épisode du tennis mondial qui a marqué des générations, parce que lui, petit joueur autrichien dans un petit club régional, il joue en équipe avec ses copains, il a inventé cette raquette spaghetti, c'est-à-dire un cordage. C'est un ustensile qui en fait n'est pas différent de tout ce qu'on a dans les mains depuis 100 ans, sauf que lui a eu l'idée de mettre un double cordage, c'est-à-dire deux épaisseurs avec des morceaux de plastique et des ficelles entre les cordes. Et ça a permis d'avoir un effet boomerang parce que la balle restait beaucoup plus longtemps dans le cordage. La première tranche de corde amortissait la balle et la deuxième la renvoyait avec un effet catapulte. Et ce qui fait que des petits joueurs comme moi qui n'avaient pas un grand coup droit lifté arrivaient à faire le lift de Borg ou de Villas sans la technique, sans la force musculaire, grâce à la raquette. Ce qui fait qu'au bout de 5 ans, dans sa petite ville d'Autriche, ils ont grimpé d'année en année vers le championnat national et ils ont été jusqu'en finale du championnat d'Allemagne à la surprise générale, puisque tous les joueurs de l'équipe jouaient avec sa raquette spaghetti. Et puis il est arrivé sur le circuit en 77 avec un associé qui avait fait la même chose aux États-Unis. Et il cordait toutes les semaines. Il y avait de plus en plus de joueurs sur le circuit autrichien qui voulaient jouer avec sa raquette. Et après la raquette d'or au mois de septembre, fin septembre à Aix, on est arrivé au national avec la moitié des joueurs français qui avaient cette raquette entre les mains. Et Philippe Chatrier, président de la Fédération internationale, l'a fait interdire. Donc ça a été la fin de la raquette spaghetti pendant le national à Strasbourg, 77. Il faut juste savoir que son idée était géniale pour le joueur qui l'utilisait, mais c'était absolument épouvantable pour l'adversaire et épouvantable pour les spectateurs qui se retrouvaient devant des Borg-Villas de petit niveau, mais qui jouaient des heures et des heures, comme Vasselin qui a écœuré Guéras et d'autres joueurs dans la raquette, la Coupe Poré Racing, parce que Christophe, mon partenaire de double, a battu Higueras qui était un des meilleurs mondiaux sur Terre, en l'écœurant littéralement. Higueras a voulu abandonner, etc. Le match s'est terminé par un 6-1, 6-0 lamentable pour les spectateurs. Donc tout ça, c'était la fin et il valait mieux que ça s'arrête. Oui. Alors d'ailleurs, tu as gagné un tournoi de double donc avec Christophe Roger Vasselin en battant en finale donc Nastas Tiriac. Et tu racontes qu'à la suite de ça, Nastas a adopté le double cordage et il est arrivé en finale du tournoi d'Aix-en-Provence, je crois, contre Villas. Et Villas, après avoir perdu le premier set, il a abandonné, il était écœuré. Oui. Villas avait gagné la semaine d'avant contre Christophe Roger Vasselin en finale. Nous, on avait battu Nastas Tiriac à la surprise générale parce que c'était une des meilleures équipes du monde. Mais disons que la raquette et nous ont permis de gagner cette finale. Et quand on est arrivé le lundi à Aix-en-Provence pour jouer la raquette d'or, Nastas s'est fait corder tout de suite 2-3 raquettes, a commencé le tournoi, donc aucun jour d'adaptation. Il a dû s'entraîner une demi-heure avant et il s'est tout de suite adapté parce qu'il avait une telle facilité, un tel talent que ça ne lui a pas posé de problème. Il a battu De Bliquer avec un match marathon qui jouait depuis déjà 15 jours avec. Et puis en finale, Villas a trouvé que c'était pas juste parce qu'il avait 63 victoires, je crois bien. 63 victoires sur terre. C'est une année où Borg n'avait pas joué Roland Garros, donc il avait tout gagné en 77. Et quand il a vu Nastas qui lui faisait des grands lobes liftés, ça l'a fortement déplu. Il a abandonné à la fin du premier set. Mais c'était partie remise parce qu'il est allé voir le président du club en disant « Je reviendrai l'année prochaine pour gagner le tournoi avec une raquette normale ». L'histoire a continué entre Villas et Nastas qui étaient des grands champions, évidemment.
Alors, on va reparler de Villas un petit peu. Villas, ce qui était marrant, c'est que tu l'as battu dans un tournoi des moins de 20 ans et que plusieurs années après, tu en as parlé avec Villas et Villas se rappelait donc avoir perdu contre toi. Et en fait, il a la caractéristique, Villas, de se rappeler de toutes ses défaites de joueurs. Oui, c'est vrai. J'ai croisé Guillermo la première fois à Deauville en 69. On était donc juniors, on avait 17 ans. Et c'était un tournoi réservé aux moins de 20 ans qu'organisait le Raphaël Patorni, qui faisait un grand tournoi avec les meilleurs mondiaux. Et un tournoi de moins de 20 ans. Donc on s'est joué, il y avait une poule, on avait plusieurs matchs à jouer. Et Guillermo, c'était son premier tournoi. Il débarquait d'Argentine, il a pris l'avion, le train, il a débarqué à Deauville. Je ne connaissais pas, évidemment, personne ne le connaissait. Et, et je l'ai battu parce qu'on jouait à peu près, on avait le même niveau tous les deux à 17 ans. Et quand je l'ai retrouvé 10 ans, 20 ans après, on se croisait parce qu'on n'a pas eu la même carrière. Et je l'ai croisé épisodiquement dans des tournois. Un jour, on a reparlé de tout ça. Et il se souvenait pas de l'inauguration qu'il avait faite dans mon club à l'Arbois. Il se souvenait pas de deux, trois petits détails de notre carrière. Par contre, il m'a dit, je me souviens de ta première victoire contre moi. Et parce que c'était sa première défaite quand il a débarqué en Europe après la longue carrière. Et c'était le premier Argentin à venir de l'autre bout du monde pour jouer en Europe. Donc, après la carrière qu'il a faite, tous les Argentins ont suivi sa voie. Il y en a eu beaucoup d'autres. Mais lui, c'est vrai qu'il se souvenait. Il m'a dit, je me souviens toujours de mes défaites. Et celle-là, elle m'a marqué parce que c'était la première sur le sol européen, sur le sol français, en sachant qu'il parlait couramment français quelques années et que c'était un poète, un artiste et un très grand joueur. Donc, c'était un plaisir. Et j'en profite pour dire que ce livre, je l'ai écrit un peu grâce ou à cause de lui. Parce que quand j'ai appris en novembre, le confinement, il y a une quinzaine de mois, j'ai appris qu'il était atteint d'Alzheimer et ça m'a fait beaucoup de peine. Donc j'ai écrit des souvenirs entre lui et moi pour nous rappeler tout ça dans ma petite tête. Et puis après, j'ai montré cet article à des personnes du tennis et c'est comme ça que mon livre est né, à travers le premier chapitre sur Villas et j'en ai écrit d'autres derrière. Et malheureusement pour le tennis, pour lui, pour sa famille, il est très très malade, atteint d'Alzheimer aujourd'hui, soigné dans une clinique. Mais on sait les ravages que font cette maladie et c'est très triste. Alors, tu parles dans ton livre de tous les grands joueurs français de la fin des années 60 et même avant, puisque tu commences, puisque le livre s'appelle De Borotra à Federer, et en fait, tu as remporté un tournoi de double avec Borotra. Ça, c'est une anecdote quand même assez sympathique. Oui, le Borotra, bon, tout le monde connaît sa carrière sportive, on connaît moins sa carrière professionnelle parce qu'il a eu des grandes fonctions dans des sociétés importantes. Et puis on connaît aussi sa carrière politique puisqu'il a fait des choses en tant que ministre des Sports. Il a une longue carrière dans trois différents domaines. Et moi, j'ai eu la chance en 60, j'avais 15 ans, donc c'était en 67. Il y avait un tournoi pendant les internationaux de France sur bois qui s'appelait les tournois Jeunes Espoirs avec un ancien joueur. Et je me suis retrouvé avec Jean Borotra. Il avait 55 ans plus que moi, ce qui est quand même un gros écart. Mais on a gagné le double contre des Chabandelmas de Ressac ou différents joueurs de cette époque qui jouaient pas trop mal au tennis. Et j'ai vu comment à 70 ans, il était capable de faire encore service volé. Et il servait, il montait très vite au filet malgré son âge avancé. Il posait la première volée. En double, c'était un régal d'être à côté de lui et de le voir gambader sur le terrain. Parce qu'il jouait au TCP, mon club parisien. Donc j'avais eu l'occasion de jouer avec lui un peu de temps en temps. Il cherchait des joueurs pour s'entraîner. On se retrouvait en face de lui. Mais ce double en 60, avec 55 ans d'écart, m'a marqué parce que c'était la première fois que je jouais avec un grand champion en double, âgé, et tout aussi vaillant à sa belle époque quand il gagnait tous les grands chelems. Et c'était pour moi une introduction dans le milieu de haut niveau par génération interposée, parce qu'il aurait pu être mon grand-père. Ouais, étonnant. Étonnant et très sympathique. Et très sympathique. Il y a un joueur français des années 70 dont l'histoire m'a bien intéressé. C'est alors encore une personne qui a fait plein de choses dans sa vie. C'est Patrice Dominguez. Et moi, ce qui m'a vraiment... Et ce que j'ai appris, c'est qu'il il a été champion de France junior avec un service bras roulé, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas de boucle. Et, Ouais, ça,
et tu racontes dans ton livre toute la transformation de son service pour arriver à un service vraiment performant. Et voilà, moi je trouve que c'est un modèle de décision de changement technique, puisque ça a tout changé en fait. Oui, bien sûr, parce que Patrice, bon, il a 2 ans de plus que moi, il était né en 50, et quand il est arrivé sur le circuit minime, cadet, junior, c'était le meilleur français. Il avait appris à jouer à Bordeaux, à Primrose, avec le prof là-bas, Monsieur Lacan, et c'est vrai qu'à Blanc, il faisait un service parfait, comme on voit dans les photos sur les ralentis des vidéos, mais dès qu'il lançait la balle, pour une raison biomécanique, le fait de lancer la balle supprimait la boucle par automatisme, et il servait avec un bras roulé. Quand il est monté à -15 en junior, il avait toujours son bras roulé. Donc Châtrier, il l'a pris par la main, il a dit va voir Monsieur Stolpa à Marseille, qui était le grand maître professeur que j'ai bien connu, et Stolpa lui a dit en septembre, tu commences à faire 1000 services par jour, pas de match pendant des mois, et puis dans le vent, dans la tempête, quand il pleuvait, ce cher Patrice allait faire ses 1000 services par jour. Et puis, à Noël, en stage au lycée, j'ai vu, on avait balayé la neige parce qu'il y avait des cours enneigés. On était là-bas pour s'entraîner au lycée Chantilly avec l'équipe de France. À Noël, j'ai vu Joseph Stolpa rentrer sur le court, embrasser Patrice, parce que pour la première fois, il le voyait en jouant des points, faire un service avec la boucle. Ça lui a pris 3 mois, non-stop, 1000 services par jour. Et surtout interdiction de se remettre en situation de jeu pour avoir la pression et retomber dans cet automatisme d'avant. Ouais. Et ça a marché. Alors, il y avait peut-être d'autres moyens qu'on connaît mieux maintenant avec les méthodes un peu plus scientifiques. Mais disons, Patrice a fait preuve de beaucoup de courage, persévérance, volonté. Et la force de Patrice, c'est qu'il y croyait. Il avait dit, je sais que je vais réussir. Et ça n'a pas loupé, parce que quelques années après, il était numéro 1 français. Ouais, bel exemple. Ouais. Très correct. Bon, on va terminer avec 2 joueurs aussi que tu as connus. Alors, Björn Borg, avec lequel tu as joué 2 doubles, un double mixte et un double messieurs. Et puis Yannick Noah, qui est venu pour participer à une exhibition, une manifestation de charité à ton club. On commence par Björn Borg ou par... On va commencer par Björn. On va commencer par Björn Borg. Björn Borg, qui était le joueur prodige qu'on a vu arriver à 14-15 ans sur les tournois de jeunes. Et il est né en 56, Björn, donc je le raconte dans mon livre, en 63, non pardon, 72, à 15-16 ans, il joue contre Kojol à Norwich. On faisait des tournois de jeunes là, avant le circuit européen, c'était sur dur. On se retrouve à Norwich sur les cours de l'université, des cours en ciment très, très durs, même rapides. Et Kojol lui met 6-1, 6-1. Il n'y avait pas de match, quoi. Il devait jouer l'autre. Kojol devait être en -15, peut-être comme moi, ou fin de première série. Et Björn jouait avec ses grands lifts. On se disait, mais à quoi il joue? Il met 6-1, 6-1. L'année d'après, Björn a joué la finale de Monte-Carlo contre Nastase. Et l'année d'après, il a gagné Roland-Garros contre Orantes. Donc, c'était vraiment un météorite qui a traversé notre génération pour arriver à dominer le tennis comme il a fait pendant des années. Et c'est vrai que j'ai joué que 2 fois en double. J'ai sans doute, heureusement pour moi, j'ai pas pris de branle en simple contre lui, mais il était vraiment impressionnant par ça. Tout le monde a vu ses qualités d'endurance, de résistance, de régularité, de mental. C'était un extraterrestre. Et il a dominé. Et surtout, je le dis dans mon article, ce qui était impressionnant, c'est que quand il a gagné sur les premiers tournois sur terre, on disait il jouera bien sur terre, mais il n'ira jamais gagner un tournoi sur dur. C'est vrai qu'il n'a pas gagné l'Open d'Australie parce que c'était loin, il arrivait peut-être mal préparé, il n'avait pas le temps de s'acclimater sur herbe. Mais quand il a décidé d'aller jouer à Wimbledon, il a appris, il a fait évoluer son jeu, il a gagné 5 fois de suite quand même. Chapeau. Pas beaucoup de joueurs qui ont gagné 5 fois de suite, même les ténors de Djoko et Federer aujourd'hui. Aller gagner 5 fois de suite Wimbledon, c'était pas évident et c'est le seul à l'avoir fait. Ouais, puis à l'époque, c'était deux surfaces très très différentes. Parce que oui, bien sûr. le gazon était beaucoup plus rapide.
par rapport à la surface qu'ils ont ralentie, etc. Donc c'est pour ça que Björn a été vraiment impressionnant. Je ne l'ai pas connu intimement parce qu'on se croisait dans les tournois, il était toujours dans sa bulle, on va dire, avec Bergeling, qui ne lâchait pas. Mais quand on le croisait, c'était un garçon sympathique et attachant. Mais il était là pour gagner, il n'était pas là pour rigoler. Ok. Et le dernier, Yannick, tu veux qu'on parle de Yannick? Oui, tu l'as connu depuis ses débuts, en fait. Oui, Yannick a débarqué au Parc Impérial avec Patrice Beuss, là, qui avait lancé le sport-études. Châtrier lui a demandé de lancer le premier sport-études à Nice au Parc Impérial. Donc Yannick a débarqué du Cameroun à 11 ans. Il était évidemment très doué, repéré par Arthur H. Et Châtrier lui a donné la chance de venir très tôt s'entraîner avec Patrice Beuss. Et puis après, il a fait la carrière qu'on sait. Moi, je pense que ce que je retiens d'Yannick, c'est un garçon qui est attachant, qui est généreux, et qui a tout donné, d'abord pour le tennis, et ça lui a bien réussi. Ensuite, pour les enfants de la Terre, les concerts, la musique. Et je ne sais pas comment il semblerait qu'il veut retourner au Cameroun, là. Il veut prendre la suite de son père comme chef de village, parce que son père est quelqu'un d'influent dans le village des Toudis, un petit village à côté de la capitale. Et je lui souhaite longue vie parce que il en a déjà fait tellement, j'espère qu'il en fera encore beaucoup au service des autres. Et la journée qu'on a faite avec Marie-Claire au Country Club Aixois, c'était un grand moment parce que Marie-Claire faisait des journées pour récupérer des sous pour son association. Et Annick lui donnait quelques journées par an. Et évidemment, le jour où on avait fixé ça avec Max Zirin, le président, c'était un 8 mai, je crois, de mémoire. Yannick s'est blessé aux États-Unis. Ça a été une longue semaine parce qu'on ne savait absolument pas dans quel état il était. Il avait scratché aux États-Unis pour blessure. Et jusqu'au dernier moment, il est arrivé, la journée avait lieu un samedi, je crois. Il est arrivé le samedi matin en jet privé. Mais comme il était blessé, il a prévenu sa mère la veille au soir qu'il n'y avait pas de problème, qu'il venait comme prévu, mais 5 jours d'angoisse parce qu'on ne savait pas où il était, dans quel état. Il est arrivé le samedi matin, il est passé prendre Edberg, qui était prévu pour l'exhibition. C'était les deux grands joueurs qui devaient jouer. Comme il n'était pas tout à fait en état de jouer, il est passé prendre un autre Suédois, Jarid. Thomas Jarid. Il a donné des coups de fil, il a pris Jarid en passant en avion de jet privé. Ils sont arrivés tous les trois. Et ce qui est drôle, c'est quand il a commencé à sortir du vestiaire pour faire l'animation, je lui ai dit, tu peux pas jouer. Il m'a dit, si, je vais jouer avec les enfants. Bon, anecdote, il avait amené ses chemises blanches, son short blanc du coq sportif. Et il m'a dit, j'ai pas de raquette. Donc ça a commencé comme ça. Donc je lui ai trouvé une raquette d'un enfant, parce qu'on avait fait un clinique pour les enfants. Donc il y avait plein d'enfants. J'ai appelé au secours en disant, ceux qui veulent voir Yannick, venez avec votre raquette. Donc j'en ai récupéré 10. J'ai pris la plus grande des petites raquettes d'enfants pour la mettre dans les mains de Yannick. Il a fait jouer les enfants pendant plus d'une heure. On ne pouvait pas l'arrêter avec un programme assez chargé de la journée. Il ne voulait pas s'arrêter tellement il était content de faire jouer les enfants. Et après, il m'a dit, je ne peux pas jouer l'exhibition, c'est Jarid qui va jouer avec Edberg, mais je vais arbitrer. Donc il est monté sur la chaise avec le micro et je vous garantis que l'ambiance n'était pas triste pendant l'arbitrage de Yannick sur ses deux copains qui étaient sur le court. Et la journée s'est bien terminée avec un pot avec tous les invités. Et Marie-Claire a poussé un grand ouf de soulagement, une fois de plus, très fière de son fils. Voilà pour les histoires de Yannick, mais je pourrais en raconter d'autres et celle-là est une merveilleuse journée passée avec lui. Alors, donc, on va rappeler ton livre, c'est Mes belles rencontres de Borotra à Federer. Donc, voilà, comment on peut se le procurer, le livre? Alors, De toute façon, je donnerai l'adresse, on t'écrira, c'est ça? oui, voilà, je pense que le mieux, c'est de regarder sur la fiche que j'ai fait circuler chez les profs ou dans les clubs. Je vends le livre à compte d'auteur, c'est-à-dire qu'il faut m'envoyer un petit chèque et à mon adresse, soit par Internet où je suis facile à trouver sur Facebook ou n'importe quoi, Wikipédia. Je suis un peu partout, je ne cache pas mon adresse, mon téléphone. Et à partir du moment où quelqu'un me contacte, je les renvoie. Je vais à la poste tous les samedis poster quelques livres. Et ça me fait très plaisir. Là, j'en avais fait une centaine au mois de décembre. Ils sont tous vendus. Je vais en rééditer demain. Et puis, je continuerai à les vendre à ceux qui prennent la peine de me contacter en direct. D'accord. De toute façon, je redonnerai tes coordonnées à tous mes lecteurs. Ils seront
au niveau de la vidéo dans la description, plus voilà, ils seront sur mon site. Et comme ça, vous pourrez donc vous procurer ce livre, un livre très, très intéressant, je trouve, et puis voilà, qui parle de toute une époque. Voilà, l'âge d'or du tennis, et puis un petit peu avant, et puis un petit peu après. On va terminer. Moi, j'ai toujours l'habitude de faire ça avec les entraîneurs que j'interviewe. Est-ce que tu aurais 3 conseils à donner à mes lecteurs, mes lectrices, pour jouer au tennis? Alors, au moment, moi, je t'avais proposé de faire une petite thématique sur le service parce que je vais parler pas mal du service dans les prochaines semaines. Voilà, donc à toi si tu as trois conseils. Oui, le service, je pourrais écrire un livre sur le service, mais ça a été déjà fait, donc je ne vais pas raconter. Par contre, je finis mon livre sur Federer parce que tout le monde sait que c'est un modèle, un exemple et sans doute le meilleur serveur du monde. Donc je finis par quelques rappels, pas conseils, parce que tout le monde connaît la technique et le service, mais je finis sur Federer parce que je tiens à laisser un message. Moi, le service, pour moi, dans mon enseignement, j'ai eu la chance d'avoir des grands maîtres, comme j'ai déjà dit, et ils m'ont appris le service, pas pour devenir un très grand serveur, parce que j'en avais peut-être pas les capacités, mais pour comprendre le service et pouvoir l'enseigner. Et j'ai une devise qui est importante, c'est que pour moi, le service est compris. Je pourrais faire comme les grands commerciaux, dire satisfait ou remboursé à la fin d'une semaine. Et je tiens à ce que mes élèves apprennent le service par le bon sens au niveau de la biomécanique et de la gestion mentale. Donc ça veut dire que les conseils que je peux donner, ils sont toujours basés sur les grands chapitres techniques, tactiques ou physiques. Et si tu veux un des 3, je te donne 3 conseils qui sont écrits et répétés par tous les professeurs. Mais je ne sais pas, tu préfères technique, tactique ou physique? Si tu veux 3 conseils sur les 3, je peux te poser une question. Lequel tu préfères sur les 3? On va dire technique. Technique. Alors, technique. La technique, technique du service. Moi, je prends évidemment Federer ou Serena Williams comme modèle. Et j'ai en mémoire ce que m'a appris Patrice Beus quand je l'avais comme capitaine junior. Il m'avait appris un souvenir mémotechnique, c'était rate pas. Rate pas, R-A-T-P-A, en 5 lettres. R comme relâchement. On le retrouve évidemment chez tous les grands serveurs comme Federer. A comme alignement. Alignement, c'est pour savoir où on vise. C'est pas seulement la diagonale de droite ou de gauche, c'est surtout les angles, etc., les zones. T comme transfert. Transfert, c'est important pour arriver à trouver l'efficacité de son service. P comme précision, parce qu'il y a 4 zones, il faut mettre la balle, si possible, dans une zone qui va surprendre l'adversaire, ce que fait si bien Federer. Et puis A comme accélération. Accélération, c'est indispensable pour donner de la vitesse à la balle et avoir le rythme parfait. Donc voilà, service, technique, rate pas. C'est quelque chose que je dis aux enfants et ils oublient d'une semaine sur l'autre, mais au bout d'une dizaine de mois d'école de tennis de septembre à juin, en général, à la fin de l'année, ils savent servir. Et je suis ravi pour eux. C'est la répétition aussi, le tennis. Bien sûr, l'entraînement, le travail, la répétition et le plaisir du jeu. Ne pas oublier de jouer pour le plaisir. Voilà, je vais te remercier, Jacques, pour ce moment passé ensemble. Et puis, de rien, Vincent. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses pour ton livre et puis pour tes futurs projets tennis. Merci, Vincent.